et surtout le secteur minier à travers la République, pas seulement au Katanga, revient aux enfants du pays. Mais nous ne pouvons pas le faire. Nous n'allons pas atteindre cet objectif si les gens eux-mêmes n'arrivent pas à s'organiser. Alors, il y a certainement une question, il y a organisation. Chaque fois, nikikuya hapa na hii ni exemple nipatiaga ministre Kabwelulu eko témoin. Chaque fois que je viens ici, et c'est un exemple que j'avais donné au ministre Kabwelulu, je le prends à témoin. Unarudia de Kolwezi Likasi. Si vous allez à Kolwezi et à votre retour de Kolwezi en passant par Likasi jusqu'à Kasumbalesa, ce qui vous frappe le plus et qui retient votre imagination, c'est deux choses. Il a transporté le produit. Mais qui tu as pili? Deuxième chose, c'est certainement la pauvreté le long de cette route. Tout au long de cette route. Et c'est ça la contradiction yenye tunatakiwa kuresoudre. Na kama hatuwezi kuresoudre les contradictions, tutakuwa certainement. Si nous ne pouvons pas le résoudre, nous échouerons certainement. Benzetu wenye kuwa hapa ndani ya province peko na responsabilité kubwa sana ya kufanya vile. Nos amis qui sont ici dans la province ont une grande responsabilité. Sisi wa diaspora wenye kuwa Kinshasa. Et nous de la diaspora qui sommes à Kinshasa, tuko na responsabilité ya kufanya vile na sie tulishaanza. La même responsabilité et on a déjà commencé. Changeons de registre. Réaffirmer la volonté de la Chine à renforcer le lien de coopération avec la République démocratique du Congo, c'est en ces termes que le nouvel ambassadeur de la Chine en RDC s'est exprimé au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab. Aussi a-t-il reçu la ministre centrafricaine de la Réconciliation sur le dossier de réfugiés vivants à Kinshasa. Un condensé signé Robert Ndaye. La République populaire de Chine est très active en République démocratique du Congo pour accompagner la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans la relance économique. Son nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Wang Tanguing, l'a dit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, lors d'un tête-à-tête à son cabinet de travail. La Chine reste et restera un pays partenaire, amis et frères, qui bénéficiera de toutes les conditions de sécurité pour le renforcement des liens de coopération, rassurance d'Évariste Bochab à Wang Tanguing. Le gouvernement congolais est totalement engagé pour que cette coopération entre les deux pays soit fructueuse. L'éloge de la qualité de coopération qui existe si heureusement entre la Chine et la RDC, surtout entre les deux peuples. Nous avons parlé aussi de la coopération entre les deux gouvernements et entre les deux parties. Nous avons aussi fait un plan pour pousser cette coopération allant encore plus loin. Un autre sujet abordé lors de cet entretien, c'est la sécurité des investisseurs chinois vivant en République démocratique du Congo et la protection des Congolais vivant en Chine. Les deux hommes d'État sont tombés d'accord qu'il faut des mesures efficaces de sécurité pour garantir ces investissements. Les deux parties ont condamné cette violence qui ont dépassé à cet événement. Surtout, il y a beaucoup de victimes chinois dans cette affaire. Et en même temps, nous avons décidé de renforcer la coopération entre les deux parties pour bien protéger les ressortissants chinois ici et aussi en même temps les compatriotes congolais qui travaillent, qui étudient aussi maintenant en Chine. Une autre visiteuse de marque qui a franchi les portillons du bureau d'Évariste Bochab ce jeudi 29 janvier 2015, c'est la ministre centrafricaine de la Réconciliation en séjour de travail à Kinshasa.
Restons au ministère de l'Intérieur avec Robert Ndaye qui nous dit que juste après ces audiences, Évariste Bochab a présidé une réunion sur le dossier des réfugiés centrafricains et les mesures à prendre pour leur rapatriement à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Suivi. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le professeur Évariste Bochab, a présidé une importante réunion avec la ministre centrafricaine de la Réconciliation, Jeannette Detoua, qui poursuit son séjour de travail dans la capitale congolaise. Jeannette Detoua est à Kinshasa dans le cadre d'une série de rencontres et de consultations avec ses compatriotes centrafricains réfugiés en République démocratique du Congo, fuyant le combat dans leur pays. Au total, 283 qui vivent à Kinshasa. Cette visite a permis à la ministre de récolter les désidératas de ce dernier à présenter au prochain forum de paix à Bangui. J'ai eu des apports des experts qui sont en charge de différentes questions, volet sécuritaire, volet humanitaire. On a partagé les expériences. Je repars avec vraiment suffisamment d'outils pour aller apporter mon appui en tant que ministre de la Réconciliation nationale. Ce qui a été décidé, c'est que le travail se fait déjà par le HCR et également l'État congolais. Ceux qui veulent repartir vont manifester le désir et ensemble avec le gouvernement congolais et le gouvernement centrafricain, des stratégies seront mises en place pour pouvoir faciliter ce retour-là. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, qui a associé à cette réunion tous les services concernés dans ce dossier des réfugiés, DGM, ANER, ONIP, Police, Affaires étrangères et Défense nationale, a commencé par faire un rappel historique des liens de coopération entre les deux peuples, parlant la même langue, partageant la même culture et même frontières. Jeannette Detoua s'est dit très honorée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, car, a-t-elle dit, elle s'est inspirée de l'expérience congolaise, victime de plusieurs conflits armés. Je prends la direction de la police nationale congolaise, où l'ambassadeur de Chine en RDC a échangé hier avec le commissaire général de la police nationale congolaise sur certains dossiers relatifs à la sécurité. Suivez. C'est le mercredi 28 janvier que le nouvel ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo est allé au commissariat général de la police nationale congolaise pour rencontrer le général Charles Bisengimana, commissaire général de la PNC. Une visite qui a permis aux diplomates chinois et au numéro 1 de la police nationale congolaise de discuter sur les questions relatives à la formation de nos policiers en Chine, aussi sur les équipements qui seront alloués à la PNC par la Chine. Les deux personnalités ont également évoqué les échanges bilatéraux dans les domaines sécuritaires. À ce sujet, le commissaire général Charles Bisengimana Rukira a rassuré son interlocuteur des dispositions sécuritaires prises pour garantir et assurer la sécurité des sujets chinois contre tout trouble qui pourrait survenir. Aussi a-t-il renchéri que 330 inciviques avaient été appréhendés et remis à la justice pour jugement. Occasion pour l'ambassadeur de Chine en RDC d'évoquer aussi les cas des deux ressortissants chinois retournés dans leur pays d'origine. Le général Bisengimana Rukira, qui lui a prêté une oreille attentive, lui a promis de suivre les 10 dossiers auprès de la Direction générale de migration. L'ambassadeur de Chine en RDC a quitté le commissariat général de la PNC très satisfait. Amorçons la ronde provinciale par Lubumbashi. La stabilité et la paix en RDC, c'est le vœu exprimé par les habitants de Lubumbashi au cours d'une marche organisée à travers les principales artères de cette ville, chef-lieu de la province du Katanga. Et à cette occasion, les Louchois ont redit leur soutien au président de la République, Joseph Kabila Kabange, et aux institutions de la République. RTNC Katanga, c'est ce reportage-là rendu par Oscar Mbalkaïch. Une autre grille de lecture de l'expression du souverain primaire se fait ressentir dans tous les coins de la RDC, une grille qui traduit par des marches pacifiques spontanées l'adhésion populaire à la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la révolution de la modernité dans un environnement pacifié pour une perspective de protection durable des chantiers réalisés. À Lubumbashi,
Toutes les 7 communes qui composent cette ville étaient en ébullition. Les habitants de la commune de la Rouachi ont emprunté les principales artères dans un ordre discipliné en passant par la chaussée de Kasenga pour gagner les centres-villes. Ils ont été rejoints par ceux des communes de Kenya, Katuba, Kampemba, Kamalondo, ainsi que ceux des communes annexes et Lubumbashi. Toutes les forces vives, opérateurs économiques, politiques et culturels, les agents et cadres des entreprises de l'État, les vendeuses et vendeurs de marché, bref, tous les Louchois se sont mobilisés comme un seul homme pour exprimer leur attachement à la stabilité et à la paix. Ils sont mobilisés derrière son Excellence Joseph Kabila, que sans la paix, ils ne peuvent pas œuvrer. Parmi les marcheurs, les étudiants de l'université de Lubumbashi, sous l'encadrement de leur secrétaire général académique, le professeur Nkiko. À cette occasion, ils ont dit non aux actes de pillage et de barbarie. Nous avons besoin de paix pour clôturer l'année. Soutenons le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est lui le président. Vous avez vu le travail réalisé par Joseph Kabila Kabange. Circuler à travers le pays, vous voyez ce qu'il a fait dans l'est de la RDC et dans d'autres provinces de la République. Nous devons respecter. Cette longue marche de soutien a eu comme point de chute la grande place Moïse Tchombe, où une tribune a été érigée pour la circonstance. S'adressant à la population, après une brève introduction du maire de Lubumbashi, Sanguza Mutunda, le vice-gouverneur Guibert Paul Yaftibal a condamné les scènes de pillage qu'a connu la ville de Kinshasa. À travers la marche d'aujourd'hui, le Katanga dit oui à la paix et à la stabilité et dit non à la violence qui engendre la misère, avec comme conséquence le ralentissement du progrès, voie sur laquelle le pays tout entier s'est résolument engagé. Je voudrais donc saisir cette occasion pour convier tous les Katangaises et Katangais, et plus particulièrement les Louchois et Louchois, à prêter main forte au président de la République ainsi qu'à toutes les autres institutions de la République pour préserver cette paix chèrement acquise. Cette mobilisation tous azimuts aura marqué l'histoire de la RDC et fait de la place Moïse Tchombe une place mythique. Même scénario dans la ville de Kipushi et dans la cité de Kasumbalesa, où les populations ont condamné les actes de pillage enregistrés à Kinshasa. Encore une fois, RTNC Katanga. Nombreux à répondre à l'appel de Madame la commissaire de district du Haut-Katanga, Marthe Chiwengo, l'appel à une marche de soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour ses réalisations. Toutes les forces vives de Kipushi, partis politiques et entreprises étaient représentées. Et la marche a eu 2 points de départ. Le premier groupe était parti du stade Jekamine avec à la tête l'administrateur du territoire, marche qui s'est ébranlée sous les avenues du 24 novembre, Mobutu jusqu'à la place de la tribune. Le deuxième groupe, conduit par la CD, est parti du quartier Tchatchacha et il est passé par les avenues Grand Lapula et Kaponda. On a soutenu le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Kama tunamsoutenir ni njoo tunaishi bote asema hii mkini yetu inatoka mbali. Nous soutenons le chef de l'État Joseph Kabila Kabange puisque la RDC vient de loin. Après des moments de troubles et de guerre, maintenant la paix est revenue et nous refusons toute manœuvre tendant à déstabiliser le pays. Toutes les couches de la population de la cité frontalière de Kasumbalesa, responsables des services publics, régies financières, les structures étatiques et privées, les marchands et marchandes, les militants et cadres des partis politiques de la majorité présidentielle étaient derrière le chef de cité de Kasumbalesa, André Kapampa. Le chef de cette entité dit non à la violence, au pillage, au profit de la paix véritable dans cette cité frontalière. Dans son adresse, le chef de cité, André Kapampa, a dénoncé les pratiques non démocratiques et surtout la violence tout en réitérant son indéfectible attachement au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et l'importance de la paix. Pourquoi pas pour dire oui à cette personne? Naye chef de l'État wetu ni Joseph Kabila Kabange mwenye ntapenda tumupigie mikono sana, asinga kabisa.
Nous sommes là pour dire oui au chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Nous disons oui à la paix. Je voudrais tirer votre attention, vous, habitants de Kasumba Lessa. On viendra vous inviter à des actions subversives, mais ne cédez pas à ces manipulations. Après le Katanga, rentrons rapidement ici à Kinshasa, la capitale, où, au nom de la paix, rien que la paix, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, s'était rendu dans le quartier Kanluka. Motif, sensibiliser la population de cette partie de la ville sur la paix, nous dit Lisette Mujinga. André Kimbuta Yango était au Kanluka le mercredi 28 janvier 2015. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a apporté un message de paix à la population quinoise de ce coin de la commune d'Engalima. L'autorité urbaine en a profité pour aborder plusieurs questions, notamment la continuité des travaux de reconstruction de la route reliant les quartiers Kanluka aux communes de Bumbu et de Selembao. À cela s'ajoute l'assainissement du même quartier ainsi que la nécessité de trouver un terrain de football pour le jeune de Kanluka. Le passage du gouverneur André Kimbuta Yango au quartier Kanluka s'est inscrit dans le cadre des rencontres avec la population quinoise initiées depuis le 21 janvier, date du retour à Kinshasa de l'autorité provinciale en provenance du Sénégal, où elle a participé à l'Assemblée générale de l'AMS, Association des maires du Sénégal. Rendons-nous à présent dans le Kasaï oriental où la police nationale congolaise a présenté à la population les inciviques qui avaient planifié les pillages des bâtiments administratifs. Le gouverneur Alphonse Boy Kassanji était présent. Un reportage de la RTNC Mbujimaï. 25, on va ramasser plusieurs tracts. 13 membres de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Kasaï oriental, soupçonnés d'avoir planifié des scènes de pillage et de violences le 26 janvier 2015 en Mbujimaï, ont été présentés à la presse locale ce mardi par la police nationale congolaise. La messe noire que préparaient ces jeunes mal intentionnés a été étouffée dans l'œuf grâce à la vigilance des services d'intelligence opérant en Mbujimaï. Une arme à feu, des pneus, des bouteilles remplies d'essence et du chanvre ont été trouvés sur eux. Informé, le président fédéral de l'UDPS Kasaï oriental, Denis Kalombo, a couru au commissariat de la PNC pour solliciter auprès de l'autorité provinciale la relaxation sous caution humaine de ces jeunes Turcs. Effectivement, comme vous l'avez dit, je me présente comme caution dans le sens où je voudrais récupérer les jeunes gens de la Ligue des jeunes de mon parti. Les autres aspects, nous allons discuter lorsque nous allons nous retrouver au niveau de la permanence. Et à ce niveau, je ne peux que remercier. Merci beaucoup. Dans le souci de préserver la paix au Kasaï oriental, le gouverneur de province demande à Denis Kalombo de tirer les oreilles de ses membres de la Ligue des jeunes pour que pareille situation ne se reproduise sous peine de sanctions sévères. J'ai ma main tendue, la main de paix. J'ai toujours dit qu'ici, chez nous, au Kasaï oriental, nous n'avons pas beaucoup de choses à détruire. Nous avons un patrimoine à préserver. Le peu que nous avons, nous devons le préserver. J'ai demandé qu'on le mette en liberté pour consolider cette paix, que nous puissions reconstruire notre province ensemble. Ce groupe de jeunes UDPS avait planifié notamment d'incendier les bâtiments du gouvernorat de province, de l'Assemblée provinciale et du palais de justice, les trois symboles du pouvoir est-kasaïen. De Mbujimaï, prenons notre avion pour nous rendre dans la province du Bas-Congo où Tétis Samba nous dit que la communauté brésilienne noire sera prochainement en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. La nouvelle est parvenue au spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani par une délégation française qui l'a reçue. Suivez.
Cette mobilisation était à la hauteur de l'événement. Les pasteurs communaux et sectionnaires de Kinshasa et de Brazzaville ont exprimé au chef spirituel Simon Kimbangu-Tiangani leur attachement au kimbongisme en vue de son rayonnement à travers les nations. L'occasion était indiquée pour le représentant légal de l'Église kimbongiste d'exhorter ses interlocuteurs à veiller sur le comportement des jeunes dans leurs paroisses respectives. Aux jeunes désœuvrés, son éminence Simon Kimbangu-Tiangani a recommandé d'effectuer des voyages en Kamba pour apprendre les métiers susceptibles d'assurer l'avenir. Il s'agit de la maçonnerie, charpenterie, menuiserie, l'agriculture, voire l'élevage. La liste n'est pas exhaustive. L'objectif est de devenir utile à la société afin d'aider l'Église et son peuple, pourquoi pas accompagner le pays au développement. Car, a-t-il insisté, une jeunesse sans conscience est une jeunesse morte. Alors qu'il est, plus de 300 jeunes kimbongistes séjournent en Kamba pour prêter main forte aux travaux de construction du musée Simon Kimbangu et sur place. Ils apprennent divers métiers. Un autre temps fort de la rencontre de ces responsables des paroisses avec le chef spirituel est qu'ils ont mis leurs entretiens à profit pour présenter à son éminence Simon Kimbangu-Tiangani les vœux de Nouvel An 2015. L'emploi, voici un secteur qui intéresse le Canada et la Chine. Ces deux pays se disent disposés à accompagner la RDC dans ce domaine. Les ambassadeurs de ces deux pays l'ont dit au vice-premier ministre, ministre de l'ETPS, Willy Makiashi, Vital Mpaga, Blaise Ndombele, reportage. Coopération bilatérale entre Kinshasa et Ottawa est en nette amélioration. L'ambassadeur du Canada en poste à Kinshasa, Junette Martin, a apporté une touche féminine qui a permis de booster cette coopération, en particulier dans les domaines de lutte contre les violences sexuelles, la santé maternelle et infantile et la gouvernance. La diplomate canadienne a dit au vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi, ce que son pays peut apporter de manière spécifique dans ce secteur. Partager notre expérience pour ce qui est de nos programmes sociaux, par exemple, qui vont de pair avec l'emploi au Canada. Donc, un employé canadien bénéficie de certains programmes sociaux qui l'accompagnent tout au long de sa période de travail jusqu'à après, aussi dans sa retraite. De la coopération nord-sud à la coopération sud-sud. Après l'ambassadeur du Canada, c'était le tour de son collègue de la Chine à être reçu, et cela 2 semaines après avoir présenté ses lettres de créance au chef de l'État. Wang Long-King a rassuré le vice-premier ministre Makiashi sur la présence de manière accrue des hommes d'affaires chinois en RDC en parallèle au partenariat du Parti communiste chinois avec le Parti lumumbiste unifié Palu. De l'emploi, la Chine encourage toujours les entreprises chinoises en RDC de créer encore plus d'emplois pour la population locale et aussi pour la formation en même temps. La dernière audience, le vice-premier ministre l'a accordée au chef de l'espace Lunda, venu le congratuler après sa nomination. Sa Majesté Moitiave, Moshidi III, a donné quelques orientations sur la manière de vivre dans l'espace Lunda. Pendant ces temps, Anastasie Doumbou nous rapporte que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire était en réunion hier avec les partenaires techniques et financiers pour évaluer la politique de la gratuité de l'enseignement dans les provinces de la RDC. Regardez. Il y a plus de 4 ans que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a mis en route la politique de la gratuité de la scolarité des enfants du primaire. D'où cette démarche du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté qui a sollicité de l'UNICEF une étude non seulement l'évaluation de la mise en œuvre de cette gratuité, mais aussi son extension dans d'autres provinces. Kinshasa, la capitale, et la province du Katanga. Cette étude devrait aussi permettre au gouvernement d'examiner et d'évaluer les difficultés ou les obstacles dans la matérialisation de cette politique en perspective de faire bénéficier de cette gratuité dans toutes les provinces du pays jusqu'en 3e primaire, tout en tenant compte du fonctionnement des écoles. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, la ministre provinciale de Kinshasa et les partenaires techniques et financiers
système éducatif ont validé les résultats de cette étude qui fait état de l'augmentation sensible des effectifs d'enfants dans les écoles, cas de la province du Kasaï oriental. À cette même occasion, il a été aussi question de l'actualisation de la stratégie globale de l'éducation. Pour rappel, c'est en février 2014 que ce processus d'élaboration de la stratégie globale de l'éducation a été lancé sous ces deux formes, éducation formelle et celle informelle. Il revient aux acteurs du système éducatif de mettre leurs avis pour les étapes déjà franchies. Sachez également que l'enseignement technique et professionnel va connaître un appui particulier de l'UNESCO. Les représentants locaux de cette agence des Nations Unies à Kinshasa l'a dit au ministre Jean Nembangba. Aussi, l'ONG Congo Voice a sollicité au ministre de l'enseignement technique et professionnel la transformation de l'aide communautaire à la formation professionnelle. Suivez. Le ministre de l'enseignement technique et professionnel, Jean Nembangba, s'est entretenu avec le représentant résident de l'UNESCO, Abdourahmane Diallo, venu lui soumettre le programme de cette agence onusienne sur la formation technique et professionnelle, tout en félicitant le gouvernement de la République pour s'être doté d'un ministère spécifique. Abdourahmane Diallo a dévoilé au ministre Jean Nembangba les possibilités pour l'UNESCO d'accompagner la RDC dans la formation technique et professionnelle et la manière avec laquelle qu'il faut susciter chez les jeunes l'intérêt d'opter pour cette formation professionnelle qui répond aux besoins souvent urgents des investisseurs et opérateurs économiques. Au regard de la mission de ce ministère, le représentant de l'UNESCO a établi des similitudes qui font que l'UNESCO va accompagner le gouvernement afin de rétablir la formation professionnelle comme la clé de développement et de création d'emplois. Avec Madame Anne-Marie Anderson, présidente de l'ONG internationale Congo Voice, il a été beaucoup question de convertir le secteur communautaire de développement en programme de formation technique et professionnelle. Congo Voice, qui opère depuis 2012 dans la province de l'Équateur, particulièrement au nord et au sud Ubangi, tient à offrir des opportunités à des familles vulnérables. Et la solution, selon Madame Anne-Marie Anderson, réside dans la formation technique et professionnelle parce que cette formation va augmenter des capacités des communautés de base. Ricky Nzouzi nous rapporte qu'au nom du ministre des Finances, le DG Rugwiza a clôturé l'atelier réunissant les directeurs centraux et provinciaux de la DGDA pour qu'ils appliquent sur le terrain les nouvelles mesures arrêtées à l'issue de la restructuration profonde décidée par le chef de l'État au service de perception des frontières. Regardez. Par la signature des contrats performance et de deux actes juridiques, à savoir l'acte d'engagement et engagement éthique, que les travaux de la 9e session des directeurs centraux et provinciaux secteur douanier s'est clôturé à Kinshasa. Après 3 jours de travail, le secrétaire général aux finances a représenté les ministres empêchés. Christophe Bitassimou a félicité les participants pour leur travail dans la définition des nouvelles stratégies innovantes pour atteindre les assignations budgétaires exercice 2015, dont la hauteur est de 2579 milliards 327 859 075 francs congolais. Résultat à atteindre avec l'appui inconditionnel du ministère des Finances. La signature de ces documents constitue pour chacun de vous une responsabilité personnelle d'atteindre les résultats attendus et d'observer l'éthique professionnelle. La haute direction de la douane s'engage pour sa part à mettre à votre disposition les moyens humains, financiers et matériels nécessaires et indispensables à l'accomplissement de vos obligations professionnelles. L'exercice était rigoureux, surtout qu'il fallait poser un diagnostic sans complaisance des facteurs qui plombent la mobilisation des recettes dans ces secteurs. Province par province, il a été déterminé les taux à réaliser en termes de pourcentage. Cette obligation légale se révèle contraignante et la non-atteinte des assignations fera appel à des sanctions, a souligné le directeur général de l'administration douanière congolaise, Deo Rugwiza Magera. Parmi les recommandations, il faut noter le lancement de ce 1er février 2015 des activités de la cellule d'acceptation des valeurs déclarées des marchandises à l'embarquement, le contrat BUVAC étant fini. Toutou Salomou Pascal, c'est bien le
Du Maniema, il était perçu au ministère de l'économie nationale pour informer le ministre Modeste Bahati de réalités auxquelles fait face la population de sa province, mais aussi pour lui présenter ses civilités et félicitations. Sandra Nyangitabou, reportage. D'alarme de la population du Maniema sur le prix du sac de ciment gris et les frais de billets d'avion qui énervent les bourses transmis au ministre de l'économie nationale par le gouverneur du Maniema. Toutou Salomou Pascal, qu'accompagnait le président de l'Assemblée provinciale, a fait part au ministre Modeste Bahati Lukwebo du ras-le-bol de la population. La surenchère à laquelle la population fait face sur la tarification du transport aérien et étouffe pratiquement la population avec une tarification non seulement arbitraire mais exorbitante, entre 800 et 1000 dollars. Aussi échangé avec son Excellence Monsieur le ministre de l'économie sur la problématique du prix du ciment dans la province du Maniema. Il va souvent de 35 au bas mot à 50 dollars le sac. Le prix exorbitant qui ne tient pas compte des réalités de la population avec un pouvoir d'achat faible, a-t-il dit. Le gouverneur du Maniema a en outre remercié le ministre Modeste Bahati Lukwebo pour les explications sur la politique du gouvernement de la République pour développer les provinces avant de leur promettre des mesures appropriées. Toutou Salomou Pascal a également salué la baisse du prix des produits pétroliers dans notre pays. Cette baisse du prix qui a été décidée par le gouvernement central aura aussi des répercussions positives sur l'ensemble de la tarification, de la structure des prix pratiquée à l'intérieur comme ici à Kinshasa. Changeons de registre, le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Kabwe Mweu, a échangé avec les partenaires de son ministère, notamment les membres de la commission agricole de la FEC et des responsables des partenaires techniques et financiers. Il était question de leur assigner des missions précises par rapport à la restructuration opérée dans son administration à la suite du dernier remaniement. Reportage Kinanga Musashi. Ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Kabwe Mweu Isidore, de par la mission lui assignée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, mobilise tous les acteurs du secteur agricole pour atteindre les objectifs de la modernité et de la sécurité alimentaire. Ainsi considère-t-il la Commission nationale agriculture et forêt de la Fédération des entreprises du Congo, conduite auprès de lui par son président Jean-Claude Hollande, ainsi que... Je viens avec une délégation voir notre ministre de l'Agriculture. Vous avez posé plusieurs points sur la loi agricole pour suivre certaines préoccupations que nous avons. Le ministre Kabwe Mweu, soucieux d'harmoniser les programmes en exécution au sein du ministère, a reçu également les responsables du cadre de concertation pour la coordination de l'aide au développement agricole conduite par Mme Racha Omar Dufida. Les résultats obtenus sur terrain le sont grâce aux contributions des pays membres qui définissent leur programme au sein du groupe thématique 9. Le groupe thématique, nous sommes donc les chefs de file des partenaires techniques et financiers dans le mandat actuel. On est venu pour présenter les acquis en fonction du plan national d'investissement agricole et également de la feuille de route de gouvernance qui a été conclue en juin 2014 dernier. Je prends la direction du ministère de l'Industrie, engagé à promouvoir avec la dernière énergie le vaste programme gouvernemental lié à la campagne Made in Congo. Le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, a visité ce jour une société brassicole, Bralima. Témoin de l'événement, Piero Mouyou Saïdi. L'Industrie, Germain Kambinga Katumba, poursuit sans désemparer sa noble mission gouvernementale, celle d'exalter le patriotisme congolais dans son secteur de compétences à travers la promotion du label Made in Congo, gage du succès de la philosophie consommant congolais. Il a pour se faire visiter la Marsavco. Dans cette usine qualifiée de patrimoine national et spécialisée dans la savonnerie, la raffinerie automatisée, la margarinerie et autres huiles prisées par les Congolais, les patrons de l'industrie nationale a palpé les réalités concrètes liées au processus de fabrication de différents produits par la Marsavco. Un réel motif de fierté pour ces membres du gouvernement de cohésion nationale. Marsavco, c'est la démonstration de la pertinence de notre démarche. Tous les produits que nous avons à Marsavco sont des produits médicaux, fabriqués localement, qui peuvent permettre de rencontrer l'ensemble de la chaîne de consommation d'une famille, aussi bien en qualité qu'en quantité.
Bravant la pluie qui a arrosé la ville-province de Kinshasa, le ministre Germain Kambinga a poursuivi sa visite guidée au sein de l'usine Tisakine, où il s'est imprégné des différentes étapes de la fabrication de sacs en plastique et de bidons. Il a salué le patriotisme de Tisakine qui emploie une main-d'œuvre locale. La démarche qui est la nôtre dans le cadre du Made in Congo, c'est précisément de mettre en lumière toutes ces potentialités industrielles pour informer le peuple congolais et nous réveiller encore un peu plus, nos gouvernements, dans nos responsabilités de soutien. C'est une instruction du chef du gouvernement en application tout simplement des objectifs que le chef de l'État, président de la République Joseph Kabila Kabange, s'est fixé. La République démocratique du Congo, pays émergent en 2030. Notre rôle, c'est de traduire en acte. Voilà, vous avez bien compris, il s'est agi plutôt de la visite du ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, à Marsavco et à Tisakine. Donc les images sur la Bralima dans nos prochaines éditions. En titre, nous recevons un invité, en tout cas de marque, sur ce plateau. Il s'agit du ministre de l'Industrie, à qui je dis encore une fois bonsoir. Bonsoir. Excellence, sentez-vous chez vous. Première question, puisque nous parlons de la campagne Made in Congo, quelles en sont les motivations? Écoutez, le chef de l'État, le président de la République, a placé la barre à un niveau très élevé en termes d'ambition et de perspective pour notre pays. L'horizon, c'est la République démocratique du Congo, une nation émergente en 2030. À partir de là, les missions du gouvernement sont tout à fait claires. Le Premier ministre, dépositaire de la vision du chef de l'État, doit imprégner à travers son gouvernement une dynamique à même de rencontrer cette perspective. Tout à fait. Oui. À notre niveau, ministère de l'Industrie, nous avons une responsabilité fondamentale, car nous sommes, si vous voulez, au cœur de la problématique du redressement productif et de la croissance inclusive, à même de permettre à la République démocratique du Congo de devenir effectivement cette nation émergente. Pour y arriver, nous avons décidé de commencer par le point de départ, nous interroger. C'est une réflexion introspective, d'où nous venons. 8500 industries au sortir des indépendances, jusque dans les années 80. Après les pillages des années 90, nous en sommes aujourd'hui à 150 industries. De 8500 à 150 industries aujourd'hui en République démocratique du Congo. Catastrophique. Hein. C'est catastrophique. Oui. Il faut, à partir de là, prendre le problème à le corps et avec énergie pour y arriver. Alors, très bien pour ce qui concerne les motivations. Alors, les objectifs? Les objectifs sont tout simples. C'est d'abord de redonner confiance au milieu des affaires. Leur dire que dans ce pays, le gouvernement protège, encadre et souhaite la prospérité du monde des affaires et du monde industriel en ce qui concerne notre secteur. C'est de leur dire qu'ils peuvent investir encore plus, créer des emplois, qu'ils peuvent être les ambassadeurs de notre pays à l'extérieur pour dire qu'il y a un environnement favorable aux affaires en République démocratique du Congo et qu'on peut prospérer parce que le gouvernement est là pour protéger les investissements. Ensuite, créer une chaîne de solidarité économique à travers l'éveil de la conscience patriotique dans le domaine économique, en demandant à chaque Congolais de contribuer avec nous à l'amélioration de l'attractivité de l'espace productif congolais. Consommer congolais, de notre point de vue, est une posture ou une position patriotique. Pourquoi? Parce que lorsque nous consommons congolais, nous aidons les entreprises à faire des bénéfices, à donc avoir une volonté ou des capacités d'investissement, à créer de l'emploi donc. Nous aidons également les entreprises à contribuer un peu plus. Vous êtes déjà là au niveau du résultat attendu? Bon, nous ne sommes pas encore au niveau du résultat, nous sommes au niveau des objectifs. Encore, oui. Au niveau des objectifs. Donc les objectifs sont finalement là, c'est de créer un environnement, un cadre favorable à l'éclosion du secteur industriel de la République démocratique du Congo, dans toutes ses dimensions et chacune des composantes dans ses responsabilités. La responsabilité de l'État, c'est l'encadrement, c'est l'accompagnement, c'est le suivi. Alors, la responsabilité du peuple congolais, c'est de consommer congolais. Voilà. Voilà. Alors maintenant, les résultats attendus. Mais les résultats attendus sont tout simples. Premièrement, c'est un environnement économique plus attractif. C'est des produits labellisés Made in Congo de meilleure qualité. Parce que appeler les Congolais à consommer, c'est bien, mais il y a des critères de normes ou de normalisation dont il faut évidemment tenir compte. En République démocratique du Congo, nous avons un peu moins de 300 normes. En comparaison, un pays comme la France en a plus de 400 000. Ça veut dire, si nous voulons avoir comme
objectif et comme finalité à travers cette campagne d'atteindre le niveau d'une production de qualité. Il faut tenir compte des problématiques des normes. Donc en termes de résultats, nous attendons des produits made in Congo de meilleure qualité. Nous attendons également une population citoyenne engagée à accompagner, donc une consommation locale qui augmenterait. Quelques chiffres. Dans certains secteurs en République démocratique du Congo, nous avons 80% du marché qui sont dominés par des produits importés ou parfois entrés sur le territoire national par des voies frauduleuses, notamment par la porosité de nos frontières. Surtout au niveau de la partie est de notre pays, avec les successions de guerres que nous avons connues, la République, il faut l'avouer, reste encore convalescente, même si l'autorité de l'État et le combat du gouvernement est engagé pour rétablir la situation. Il y a encore ces considérations dont il faut inévitablement tenir compte. 80% du marché local est dominé par des produits importés. Donc la nécessité du consommé congolais revient à partir de là à mettre, si vous voulez, en exergue son patriotisme économique. Si nous renversons les tendances et que nous nous retrouvons, à contrario, avec 80% du marché dominé par la production locale, est-ce que vous pouvez imaginer l'impact en termes de création d'emplois, l'impact en termes de croissance inclusive, l'impact en termes d'investissement, l'impact en termes de contribution supplémentaire aux revenus de l'État par la fiscalité. Une fiscalité plus abondante, une assiette plus élargie, c'est plus de revenus pour l'État, c'est plus de possibilités pour l'État de rencontrer toutes les problématiques auxquelles il a à faire face sur le plan social, sur le plan infrastructurel et sur le plan économique. Oui, monsieur le ministre, puisque vous parlez du patriotisme économique, les événements de Kinshasa, ont eu un impact sur votre secteur? Mais absolument. Nous parlons ici d'un secteur sensible, sinistré par les pillages des années 90. Si aujourd'hui, la République démocratique du Congo reste dominée dans sa consommation par les produits importés, c'est parce qu'on a détruit le tissu industriel. Et ce qui s'est passé la semaine passée, c'est une véritable catastrophe pour l'attractivité, si vous voulez, de notre pays. Le développement est un processus cumulatif. Les efforts du gouvernement ne doivent pas être obérés par des convulsions politiques parfois injustifiées. Merci, Excellence. On aura certainement une autre occasion. On me fait signe que nous tendons vers la fin de ce journal. Je vous remercie pour être venu, n'est-ce pas Mais nous sommes à votre disposition. Voilà. Donc une prochaine occasion sera avec plaisir. Attendue. Voilà. Merci. Nous poursuivons notre journal. Fixer le nouveau et chercher à les atteindre, les nouveaux objectifs, bien sûr. L'année vient de commencer, c'est le leitmotiv de la rencontre organisée par le secrétariat général à la santé entre le ministre Félix Kabange-Numbi et les hauts cadres ainsi que les agents du secteur de la santé, nous dit Virginie Lofembi. Au centre culturel du collège Boboto, le secrétaire général ad interim à la santé a passé en revue les différentes réalisations de 2014 du ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange-Numbi Mukwampa, avant de le présenter aux nouvelles unités du secteur de la santé. Nous reconnaissons à votre actif pour l'année 2014 quelques faits parmi tant d'autres qui sont marqués d'une pierre blanche. Pour le ministre de la Santé publique, en 2015, hormis la mission première de son ministère, qui est l'amélioration des soins de santé pour la population, il s'est fixé 3 autres objectifs pour mener à bien sa mission. Premièrement, c'est la couverture sanitaire universelle. La deuxième priorité, ce sont les réformes. Enfin, troisièmement, c'est le renforcement du système de santé. Rencontre qui s'est clôturée par des échanges de vœux entre le ministre et les partenaires internationaux, les directeurs de programmes spécialisés, les membres de son cabinet ainsi que les hauts cadres et agents du ministère de la Santé publique. Auparavant, au ministère de la Santé publique, il a échangé avec une délégation du département kimbanguiste de la santé conduite par le directeur technique coordonnateur médical ville de Kinshasa, Félicien Massassa Mbuta. L'église kimbanguiste a des structures de santé à travers la République. Alors le gouvernement a mis en place un projet qu'on appelle PES. Alors il était question que nous puissions échanger avec le ministre l'intégration de nos structures dans le cadre de ce programme, la PES. Si vous ne le savez peut-être pas, eh bien, sachez que le ministre honoraire de l'Industrie, Rémi Moussoungaï Bampalé, a soutenu avec brio son mémoire de DS à l'UNIKIN, mémoire intitulée « Les associations pré-politiques dans la ville ».
Louabourg avant 1960, cas de l'association Loulois Frères. Suivez. N'arrête pas l'éducation, c'est une évidence. Le ministre honoraire de l'Industrie, Rémy Moussoungaï Bampalé, vient de le démontrer de la manière de la plus éloquente à travers la soutenance de son mémoire de 2S, entendez diplôme d'études spéciales en sciences politiques et administratives, conformément à la décision rectorale du 30 décembre 2014 à la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Son mémoire intitulé « Les associations pré-politiques dans la ville de Louloabourg avant 1960, cas de l'association Loulois Frères » a attiré l'attention non seulement des membres du jury, mais aussi des étudiants et autres amoureux de la science. Notre préoccupation dans ce travail consiste à démontrer que les associations pré-politiques ont joué un rôle dans la politique de la Congo avant l'accession du pays à l'indépendance. Ces associations qui ont vu le jour dans certaines parties de la République avant la création et l'émergence des partis politiques ont été, comme chacun de nous le sait, au centre de la prise de conscience et de la maturation de la volonté politique du peuple congolais quant à la gestion et la conduite des affaires de l'État dans notre pays. La soutenance combien magnifique du récipiendaire Rémy Moussoungaï Bampalé a, après délibération du jury, obtenu la mention grande distinction. Pour mémoire, le ministre honoraire de l'Industrie, Rémy Moussoungaï Bampalé, fait partie du corps académique de cette alma mater, autrement appelée la colline inspirée. Découvrons ensemble ces communiqués nécrologiques. L'Église néo-apostolique de la République démocratique du Congo, Ouest, informe à tous ses membres et connaissances le décès de son apôtre en retraite, Édouard Depner, décès survenu ce lundi 26 janvier 2015, c'était le lundi passé donc, 26 janvier 2015, au Canada. Le service funèbre aura lieu dimanche le 1er février 2015 au Canada. Ici à Kinshasa, un service mémorial est prévu le même jour à 15h à l'Imité 18e rue, auquel tous les membres sont conviés. Mesdames et messieurs, voilà, c'est ici que nous mettons un point final à cette grande édition de journal télévisé. Merci de l'avoir suivi. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que Dieu protège notre pays. Merci, à la prochaine. Ce journal vous a été offert par BGT Bank, votre partenaire pour l'avenir. La pluie produit de phénomènes qui nous obligent à changer nos comportements vestimentaires. Pour ne pas être pris de court, il sied de suivre la météo pour bien commencer la journée de demain. Dames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
saison pluvieuse, le fleuve déborde. Vous qui désirez aller passer vos moments de détente au bord du fleuve, faites attention car le fleuve est rempli. À bon attendeur, salut! Face aux défis qui s'imposent à notre secteur, seuls le ministre et la vice-ministre, autorités politiques sectorielles, ne peuvent rien faire. Il faut une synergie agissante, transparente et efficace entre les acteurs politiques, administratifs et techniques pour produire les résultats tangibles de haute qualité et efficients. C'est en ces termes que le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, Jeannot Matadi Nenga Gamanda, s'est adressé aux agents et cadres de son administration. Au cours de cette cérémonie d'échange des vœux, doublée de la présentation des nouvelles autorités à la tête du ministère de l'Énergie, le ministre a rappelé la mission leur confiée par le gouvernement de cohésion nationale, celle de donner de l'eau et de l'électricité au plus grand nombre de Congolaises et Congolaises en transformant les ressources naturelles dont le pays dispose. Il sera question de doubler les taux de desserte à l'horizon 2016, de fiabiliser et sécuriser la fourniture de l'eau et de l'électricité aux industries, à l'administration publique et aux ménages. Pour arriver à ces résultats, il n'y a que la volonté, l'engagement et la responsabilité. Jeannot Matadi Nenga en a profité pour fustiger certains comportements qui plombent le développement du secteur. Pour le recouvrement, la population est évacuée. Alliée aux oies mal, alliée aux oies électricité. Il faut foutre en eau. Pour ce qui a foutité, régie des eaux, SNEL, et le Kangama, et le fonctionner. Donc, ils allaient devoir na biso ba citoyen pour te foutre. Na bande ko na biso oyo ya SNEL na régie des eaux. Oyo batala makambo ya recouvrement. Que le recouvrement est ça la makamba, est ça la malam. Et comment ba parcelle côté oyo monsieur X. Côté oyo soki nini susu madame Z. Donc ezali kaka bilanga bokaboli moi moke oyo etikali mpona kopesa SNEL na régie des eaux bopesi eza bongo te bandeko. Bandeko lelo oyo soki osalaki bilanga kanisa kaka pe biloko wana bilei wana ekoliama lisusu te. Mpo na population nazali kosenga ke tozali mikolo oyo tozali na pasi makambo ya énergie makambo ya mai. Régie des eaux ezosala moi makasi po asala baforage baprojet ezali na kote ya ntango kuna particulièrement na Kimanseke. SNEL azali kosala makasi nayebisaki bino ke matériel oyo tozali nango ezali ya depuis 50 ans tala kaka soki papa akumi 50 ans 60 ans tala ndenge akuma. Donc mécanique wana ezali ndenge wana et que tosalaka économie ya électricité bampoule banini balumière tokanga mai ezozwakama ya pamba te tochange makambo echange ezali lisusu oyo ya kala te tozalaki kokwaka babiloko wana il faut tobongisa na bandeko oyo mpe oyo basalaka recouvrement fo bayeba ke mai électricité ezali produits sociaux ezali vital mpona mutu na mutu ezali nguba te ezali marchandise bapile te ezali bilamba te ezali produit vital elingi koloba
que pour la Kokata Yango, pour Zalisika à Futate, il faut accompagner culture moko la Kulatisakata Wanate. Vraiment, les loyaux, Mbalalikoso Koyaki, Kolobaki, Yakofuta, Oyete. Les loyaux de Koka. Ngai n'a pu couper sa bino, disons, décision très à Rosalandenge pour aider, mais dans lobby, que Kokata Kurana Maïwana, il faut aucune de la politique sociale, la conviction. Bien avant, le secrétaire général intérimaire à l'énergie avait pris les soins de présenter Magui Rwakabouba, vice-ministre de l'énergie, qui traîne derrière elle, autant que le ministre Jeannot Matadinenga, une longue expérience des femmes d'État. Les deux personnalités disposent d'un cursus universitaire élogieux et partagent la connaissance de la politique congolaise. À la fin de la cérémonie, les conseils d'administration de la SNEL, de la Régie des eaux, les membres du cabinet, les agents et cadres du secrétariat général et toutes les structures spécialisées ont présenté leur vœu de bonheur et de prospérité pour l'année 2015 à la nouvelle équipe ayant en charge la gestion politique du secteur de l'énergie. C'est l'espace Fête par Fête qui a offert son beau cadre pour cette rencontre entre la direction de la GECAMIN et le caucus des parlementaires du Katanga. Le cadre magnifique qui attire de plus en plus des manifestations et des rencontres de haut standing. C'est déjà les vacances parlementaires. Les députés et sénateurs du caucus de parlementaires du Katanga se sont retrouvés avec deux membres du gouvernement. Le ministre des Mines, Martin Kaboueloulou, et la ministre du portefeuille, Louise Munga, question de se faire une idée claire sur le fonctionnement de la GECAMIN. Le PCA, le président du conseil d'administration, M. Youm Albert, qui a voulu que, compte tenu de l'importance de ce que la GECAMIN signifie pour le Katanga et pour les Katangais et les Katangaises, et compte tenu des problèmes aussi énormes que connaît donc disons cette société, la GECAMIN a toujours été pour le Katanga, donc disons une mère nourricière. Tout le monde travaille. Il devait travailler, devait avoir de l'argent à partir de la GECAMIN. Si la GECAMIN disparaît, il y aura des problèmes énormes. Et c'est ce qu'on connaît maintenant. Il y a donc, disons, pratiquement des activités qui sont en train de diminuer au jour le jour. Donc, on a abordé les problèmes de la production de la GECAMIN. On a abordé les problèmes, donc, disons, du personnel de la GECAMIN qui est en train de vieillir. On a abordé les problèmes, donc, disons, du partenariat de la GECAMIN avec d'autres sociétés et comprendre le pourquoi le Katanga où les sociétés minières produisent maintenant plus de 1 million de tonnes. Ce que Kaboueloulou a dit, c'était l'année passée, c'était 1 million, je crois, 92 tonnes de cuivre par exemple, mais à un prix, même si c'est descendu maintenant à 6 000, le prix était jusqu'à 10 000. À ce prix-là, que ce soit le Katanga puisse être plus pauvre qu'avant, que le chômage puisse être plus généralisé qu'avant, pendant que quand la GECAMIN atteignait le maximum de 450 000 tonnes à un prix de $2 000 la tonne, le Katanga vivait, le Katanga faisait vivre aussi, donc disons, le pays. On a constaté qu'en fait, toutes ces sociétés qui travaillent, des sociétés minières qui travaillent pour elles-mêmes. Mais alors nous nous posons la question de savoir, est-ce qu'on fait l'audit pour voir exactement si les bilans que l'on déclare au Katanga par des sociétés minières sont des vrais bilans. Parce que partout ailleurs, ce sont des sociétés privées qui vont fonctionner les États. Ils produisent, mais ils payent leurs taxes. Mais comment ici chez nous, on produit 2, 3, 4 fois ce qu'on produisait avant, dans les années 80, mais on n'arrive pas, donc disons, à ravitailler l'État convenablement. L'État reste toujours un enfant pauvre, l'État manque toujours des moyens qu'il faut. Alors nous avons dit à la GECAMIN qu'elle doit s'assumer. Elle est devenue une entreprise, elle doit voir comment rentabiliser même, que ce soit des écoles, que ce soit des hôpitaux qu'on sort, il faut que ce soit des unités de production. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse continuer avec la GECAMIN à gérer donc, disons, des activités connexes, toujours avec donc, des gratuités, comme c'était dans l'OTAN. Mais ça demande, c'est un problème social aussi qui peut se poser. Les députés katangais que nous sommes, nous accompagnerons donc, disons, la GECAMIN dans la recherche des solutions par rapport à nos lois.
parce que nous sommes là pour les lois. Nous verrons quelles sont les lois qui sont favorables pour la Gécamine, quelles sont les lois qui constituent des pesanteurs pour la Gécamine. À ce moment-là, nous devons nous impliquer totalement pour que la Gécamine puisse avoir donc, disons, une aération dans sa gestion, dans ses activités, afin que cela continue normalement. Il y a aussi la population du Katanga. La majorité n'ont pas encore compris que la Gécamine devient une entreprise, que la Gécamine doit répondre à l'OADA et que beaucoup de choses ont changé. Non, on est toujours figé dans cette mentalité ancienne. Alors les députés, comme ils vont aller en vacances parlementaires, ils vont aller à la base, essayer d'expliquer à la population ce que devient la Gécamine aujourd'hui, les problèmes de la Gécamine et qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider la Gécamine. Comme il en est d'ailleurs de la SNCC, il faudra que nous, les députés katangais, nous soyons debout pour aider ces deux sociétés afin que la vie reprenne au Katanga. Toute la direction du géant minier du Katanga se retrouvait sous la conduite du président du conseil d'administration pour éclairer le parlementaire avant leur descente au Katanga pour les vacances parlementaires. Parce que je voulais profiter que nous sommes encore, je dirais, dans la période de vœux et de profiter qu'ils venaient tous de terminer une session extraordinaire intense et qu'ils étaient à Kinshasa pour les recevoir, parce qu'il y a déjà quelques mois, ils avaient exprimé la nécessité de rencontrer la direction générale de la Gécamine, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur le plan social de la Gécamine, sur la restructuration de la Gécamine, et j'ai voulu profiter de cette occasion pour les éclairer. Et j'ai voulu le faire en présence de deux ministres qui suivent le secteur, la ministre du portefeuille qui représente l'État actionnaire et le ministre des Mines qui gère le secteur. Nous avons associé également le gouverneur de la Banque centrale parce qu'il y avait des problèmes financiers qui nécessitaient son éclairage. Alors au cours de cette réunion, et de façon transparente, je pense que les députés vous l'ont dit eux-mêmes, ce que la Gécamine a voulu montrer, qu'elle ne cache rien. Que la Gécamine est une entreprise dont l'État est actionnaire à 100% et le comité de gestion avec le conseil d'administration a été mis en place en décembre 2010 pour mener une action qui correspondait à la vision du chef de l'État par rapport au secteur minier. Refaire de la Gécamine une entreprise de taille mondiale et qui puisse arrêter de céder ses actifs comme c'était par le passé et bien même le contraire,